Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons rétabli la monarchie et du coup viré les satanistes. Alors j'ai intitulé de façon complètement parodique cette vidéo Meshallah, nos frères se rasent la barbe, en référence au prochain live de Mamar, qu'il a intitulé Meshallah, nos sœurs enlèvent le hijab. Alors c'est tout à fait le genre de titre dont il a l'habitude, mais je sais pas, là ça m'a fait plus tilt que d'habitude, et je me suis dit mais c'est quoi cette condescendance et ce côté paternaliste au pire sens du terme, cette façon qu'il a de dire nos sœurs comme si il en était le propriétaire, comme si c'était un troupeau de moutons et que lui il était leur berger. Donc Meshallah, nos sœurs enlèvent le hijab, titre qui se ironique, hein. Donc nos sœurs à nous, comment elles osent enlever le hijab, ou comment on peut dire que c'est bien qu'elles enlèvent le hijab, ce genre de truc. Bah, est-ce que nous, en tant que femmes, là je m'adresse aux musulmanes, est-ce que nous, on parle de nos frères en se permettant de faire des commentaires sur la longueur de leur barbe, celle de leurs pantalons, leur style vestimentaire, et comme ça, en public, de dire comme ça, nos frères, ont trois poils de barbe en trop ou pas assez, nos frères n'ont pas exactement le bon look qu'ils devraient avoir selon Dieu, nos frères se permettent ceci, nos frères se permettent cela, avec dans le possessif la même valeur de possessivité. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, on souffre pas de la même déformation que eux et que lui. On n'a pas, eux, ils sont misogynes, condescendants, ils s'imaginent, ils se voient comme les propriétaires des femmes, et nous, on se voit pas comme les propriétaires des hommes. Et pourtant, on est autant leurs propriétaires qu'ils sont le nôtre, hein. Je veux dire, c'est en réalité derrière tout ça, on descend les uns des autres. Les femmes descendent des hommes, les hommes descendent des femmes. On a tous des ancêtres masculins et féminins. Donc, nous ne sommes pas plus leurs filles qu'ils ne sont nos fils. Ils ne nous appartiennent pas moins que nous ne leur appartenons. C'est pareil, c'est la même famille au final. Et donc, cette misogynie décomplexée, assumée, ce paternalisme, ce côté possessif, qui ressort dans la manière de parler de Mamar, et qui est pas étroitement la sienne, mais qui est celle de beaucoup de musulmans, de beaucoup d'islamistes en particulier, il est temps que, en fait, nous aussi, on voit les choses comme ça. Autrement dit, il est temps que nous aussi, on se sente maternalistes vis-à-vis d'eux, comme ils se sentent paternalistes vis-à-vis de nous, et qu'on les voit comme nos pauvres petits moutons à nous, de la même façon que eux, ils nous voient comme leurs pauvres petits moutons à eux. Alors, pourquoi je dis ça? Hier, j'étais partie dans des considérations. Alors, hier, il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui ont fait que j'ai passé la journée hors de chez moi. Et du coup, je suis allée en bibliothèque. Donc, je suis allée en bibliothèque, une première bibliothèque, et après une deuxième bibliothèque. Et en fait, dans la première, je commence à regarder les bouquins, comme ça, ce que j'aime bien faire en bibliothèque. Et donc, c'était pas des circonstances habituelles. J'étais sûre que je devais rester dehors pendant au moins 7 heures. Donc, j'avais le temps, et du coup, j'étais pas pressée. Et du coup, je me dis, je m'ouvre à ce que je découvre dans les rayons de la bibliothèque. Donc, c'était en fait des bonnes circonstances pour découvrir les nouvelles informations. Et là, je tombe sur un bouquin sur les symboles, donc ça m'intéresse de base. J'ouvre, et puis, comme l'autre jour, je me suis fait piquer au front par une abeille, je vérifie la signification de abeille dans les symboles. Et là, ils me disent, il y a une information qui se connecte à d'autres dans ma tête. Alors, je vous donne l'information. Bon, les abeilles sont un symbole de la royauté, ça je le savais déjà. Mais il y a une explication qui était donnée dans ce dictionnaire-là que j'avais pas vraiment captée, et pourtant elle est logique, hein. Ils disent, c'est d'autant plus un symbole de la royauté que pendant des siècles, on a cru que la reine des abeilles était un roi des abeilles. Donc vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que comme on a pensé pendant des millénaires, hein, que la reine des abeilles n'était pas une femelle mais bien un mâle,
eh bien, on prenait d'autant plus facilement l'abeille comme un symbole de la royauté. Puisqu'on se disait, bah oui, les abeilles ont un roi, donc c'est un bon symbole pour la royauté. Mais du coup, pour quel genre de royauté? Royauté masculine. Et je me suis dit, finalement, maintenant qu'on a rétabli la vérité sur les abeilles, c'est-à-dire que le roi de la ruche est une reine. Le chef des abeilles est une femelle. Donc maintenant qu'on a rétabli cette vérité-là, peut-être qu'on peut considérer que l'abeille est d'autant plus finalement un symbole de la royauté que c'est une reine. Vous comprenez mon raisonnement? Là, je parle en prenant en compte les rêves que j'ai faits, où, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos et d'autres lives, j'étais devenue reine de France. Et là, les abeilles, symbole de la royauté, c'était un symbole un peu inapproprié puisque c'était une reine en réalité. Oui, je reprends après une petite interruption du facteur qui est venu déposer un colis, vous saurez tout. Donc je disais j'ai fait plusieurs rêves où j'étais devenue reine de France. Pour moi, c'est pas du tout des rêves qui concernent cette vie, hein. C'est des rêves qui concernent, à mon avis, même si dans le rêve c'était pas clair en réalité, mais bon, je suis persuadée que ça concerne ma prochaine vie. Et donc du coup, je me suis dit, je réfléchis à tout ça bien sûr, et je me dis, du coup, ça voudrait dire que Dieu qui en France a donné le pouvoir à des hommes pendant très longtemps, le donnerait ou le donnera à partir de moi. Alors, moi, je suis une femme, et peut-être à d'autres femmes après. C'est ça, en fait, que je commençais à imaginer. Et je partais dans des hypothèses, hein, j'étais juste dans des hypothèses. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, Dieu va faire l'équilibre, c'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir pendant longtemps à des hommes en France. Et là, je pensais, entre autres, à la loi salique. C'est une loi qui interdit au pouvoir de revenir à une femme en France depuis des siècles, sous l'Ancien Régime. Et que maintenant, en fait, c'est censé s'inverser la tendance, et que pendant pendant longtemps aussi, ça va être que des femmes qui auront droit au pouvoir et que les hommes n'iront pas droit. Donc vous voyez, j'étais partie dans une hypothèse. C'est une hypothèse en fait. C'est-à-dire, c'est pas une affirmation. Je me suis dit, ça serait logique, ça serait relativement juste. Bon. Et je me disais, du coup, en tout cas, l'abeille, comme symbole de la royauté, ça le fait d'autant plus maintenant qu'on sait justement que les abeilles sont, que la reine des abeilles est une femelle. Donc en fait, je me disais, l'abeille qui a été considérée comme un symbole de la royauté, mais avec une erreur sur la personne, on peut dire, puisqu'on prenait la reine des abeilles pour un roi, pourrait être considérée à beaucoup plus juste titre comme un symbole de la royauté. Nouvelle version, où là, le pouvoir revient aux femmes, au pluriel. Et puis donc, après avoir pensé tout ça, quand je pense comme ça, je pense pas juste, j'écris mes hypothèses. Donc j'étais en train aussi d'écrire tout ça dans un journal, avec des questions, hein, que des hypothèses, que des questions. Eh bien, comme j'étais dans une bibliothèque, je tombe sur un autre livre, et là, je l'ouvre, et paf, je tombe sur une information fort intéressante qui s'inscrivait dans le droit fil de mes préoccupations du moment. Donc, le livre s'appelle « Histoire de la misogynie, le mépris des femmes de l'Antiquité à nos jours ». Et voici le passage sur lequel je suis tombée au bout de même pas une seconde après l'avoir ouvert. Vous voyez à quel point, parfois, ça va vite. Alors, je vous disais, la loi salique excluait les femmes du pouvoir. Elle est très connue, la loi salique. Et voici ce sur quoi je tombe, page 205 de « Histoire de la misogynie », livre qui a d'ailleurs été écrit par une Adeline, mais c'est pas moi, hein, Adeline Gargam. Alors, une falsification juridique, la loi salique, au service d'une exclusion politique des femmes. Écoutez s'il vous plaît attentivement, c'est super intéressant. La loi salique, selon laquelle la femme serait exclue depuis les Francs du trône de France, appartient à une culture générale qui s'est édifiée à partir du XIVe siècle. Plusieurs historiens, tels que Sarah Hanley, Ralph Jesse et Eliane Viennot, ont récemment démontré le mécanisme de sa fabrication. Cette fameuse loi est tirée du Pactus Legis Salicae, que la tradition fait remonter au Ve siècle, par une douzaine de manuscrits d'époque mérovingienne et 75 d'époque carolingienne. Ce recueil de lois civiles et pénales franco-germaniques
fut publié pour la première fois dans les années 1549-1557 par Jean du Tillet. Un texte carolingien de l'ordonnance de la loi salique contient un article, De Allode, titre 1, article 6, qui exclut les femmes du droit de succession des terres allodiales. Ne me demandez pas ce que c'est, les terres allodiales, je ne sais pas ce que c'est. Les alleux. Il est en effet écrit « De terra vero salica nullo partio, aereditatis mulieri veniat ». En terre avérée comme salique, aucune part ne peut revenir à une femme. L'exclusion ne concerne donc aucunement la succession royale. Rien n'interdit aux femmes d'accéder au trône et de régner en souveraine. Cette ordonnance a pourtant été l'objet d'une longue succession de falsifications et d'extrapolations. Alors là, je vous dis ce que je comprends, je fais une petite pause. C'est qu'on a bien un texte qui parle des femmes, un texte juridique ancien, mais en fait, il n'exclut absolument pas les femmes de la couronne et du pouvoir. Donc, ce sont des commentateurs, bien sûr masculins, des hommes, qui après ont falsifié le texte pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et pour ainsi exclure les femmes du pouvoir. Donc je continue. Plusieurs commentateurs et glossateurs, juristes et historiographes, du début du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle, en ont donné une interprétation spécieuse, donc autrement dit trompeuse, pour justifier juridiquement et constitutionnellement l'exclusion des femmes du gouvernement. Le père de ce mythe historiographique est Jean de Montreuil. Dans son livre « À toute la chevalerie » 1409-1413, donc XVe siècle, il prétendit avoir lu une version de la loi salique où il était écrit « Mulier vero nullam in regno habeat portionem, nulle partie du royaume ne passera à une femme ». Pourtant, le fragment latin du texte original ne fait aucunement mention du terme regno, royaume, ce qui donne à penser que Montreuil se serait livré à une falsification philologique pour justifier en droit son opinion juridique personnelle, selon laquelle la succession monarchique devait être de ligne essentiellement masculine. Cette version falsifiée fut ensuite reprise par des auteurs postérieurs, notamment par Jean Juvénal des Ursins dans 2 livres parus en 1435 et 1446. Le fragment extrapolé de Montreuil s'y trouve convoqué pour faire de la loi salique une loi constitutionnelle excluant les femmes et leurs fils du droit à la royauté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un premier falsificateur qui est ensuite repris par d'autres. On a un premier juriste misogyne qui ment carrément, qui dit qu'il a vu un texte en latin qui dit ça, alors que non, c'est pas vrai, en latin c'est autre chose. Et après, il y en a d'autres qui le citent lui et qui donnent de l'ampleur à son mensonge. Alors, en 1464, un auteur anonyme fit paraître un grand traité de la loi salique. La source Princeps s'y trouve une fois encore trafiquée par des glosses du commentateur qui interpolent le texte original d'explication en français et en latin, destiné d'une part à justifier frauduleusement l'exhérédation des femmes de la couronne royale, et d'autre part à faire, comme Jean Juvénal, de la terra salica la propriété de la famille royale. Des jurisconsultes et des historiens tels que Jean de Tillet, Bernard du Hayen ou François Othman ont, à la Renaissance, remis en question cette interprétation, mais en dépit des critiques et des tentatives de démystification, la légende avait acquis assez de force et de légitimité pour justifier en droit et ériger en loi fondamentale ce qui était, selon Noël de Fribois, une simple coutume française, qui trouvait sa source non dans la loi salique, mais dans la lex Voconia romaine, et qui aurait été ensuite adoptée par Clovis et Charlemagne. Donc en fait, on a une loi qui exclut les femmes du pouvoir, et qui est fondée sur un faux, sur un texte ancien qui n'existe pas. Par contre, ce qui existait, c'était une coutume française qui a été codifiée en 1317. Donc en fait, les juristes de l'époque ont truqué les textes pour donner une légitimité
et un caractère solennel et déterminant à une simple coutume misogyne. Bon, après, il faudrait lire la suite, je la lirai d'ailleurs. Et voir aussi à quoi renvoient les premiers textes. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, ça m'interpelle, parce que du coup, il n'y a absolument aucune... Dieu n'a jamais interdit aux femmes le pouvoir, même pas en France. Donc, dans le Coran, il est bien clair que la reine de Saba est une bonne reine. Mais moi, je croyais que la loi salique, c'était un truc qui avait vraiment un rapport avec Dieu, mais un peu naïvement, hein. Et en fait, non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est juste une coutume qui a été justifiée a posteriori de façon malhonnête, puisqu'on a fait dire à des textes latins autre chose que ce qu'ils disaient, pour lui donner une forme de valeur supérieure. En fait, c'est juste une coutume, c'est juste une tradition plus ou moins misogyne, enfin misogyne même, on peut dire, qui excluait les femmes du pouvoir. Donc, du coup, mon raisonnement sur la reine des abeilles, en fait... si on considère que les femmes ont été exclues injustement du pouvoir, il n'y a pas de raison d'exclure les hommes non plus. Ça serait injuste aussi. Donc ma conclusion, c'est que nos frères Meshala se rasent la barbe ou pas. Mais bon, on va être tolérante avec eux, comme ils n'ont pas été tolérants avec nous. On va supporter qu'ils fassent à peu près ce qu'ils veulent avec leur look. On va admettre que finalement c'est leur problème, même si eux n'arrivent pas à admettre que la façon dont on se coiffe, ce qu'on met ou non sur notre tête, c'est notre problème. Mais bon, on va quand même faire comme si ils avaient le droit finalement de vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Mais non, attendez, je vais faire quand même un petit retour sur le Coran. Dans le Coran, il est bien dit de rabattre chastement ses voiles sur sa poitrine. Et donc là, il s'agit de la pudeur, il ne s'agit pas des cheveux. Et d'autre part, il est dit aussi aux croyants de baisser leur regard. Et ça, j'ai pas l'impression que les croyants d'aujourd'hui, qui sont quand même très souvent des consommateurs de pornographie, donc je pense pas que les croyants d'aujourd'hui respectent en quoi que ce soit en fait cet ordre qui consiste à baisser une partie de ses regards, de ne pas mater les femmes. Et vous imaginez à quel point on est dans l'extrême inverse quand quelqu'un regarde un film porno. Donc il faudrait peut-être, avant de se préoccuper de ce que font les autres, s'occuper un peu de ses propres problèmes et péchés et veiller à sa chasteté, à soi, avant de vouloir se faire le flic de la chasteté des autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que les musulmans actuels n'ont vraiment de leçons de pudeur et de chasteté à donner à personne, vraiment à personne, je parle des musulmans hommes, dans leur ensemble, à 99,9%, les musulmans masculins, les hommes musulmans, n'ont pas de leçons de chasteté ou de pudeur à donner aux musulmanes. C'est plutôt des leçons qu'ils devraient recevoir. Ils n'ont pas de leçons à donner, ils ont des leçons à recevoir. Donc sur ce sujet-là, il ferait mieux de fermer leur grande gueule. Y compris bien sûr le frère Mamar, qui est très 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 mal placé pour donner des conseils de pudeur et de chasteté aux femmes. Vraiment, il est très 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 mal placé. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.